Encore des questions, Non, c'est bon. Alors, je voulais vous parler ce soir d'un cas quand même assez impressionnant qui s'appelle l'affaire de Poligny. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, c'est une enquête de l'association OVNI Investigation. Alors, c'est un témoignage qui est arrivé par le site OVNI Direct. Donc, on a reçu un témoignage, c'était en début 2013. Et quand j'ai lu ce témoignage, j'ai trouvé ça tellement énorme, je me suis dit, non, c'est pas possible, le gars, là, c'est un plaisantin, il veut nous faire une blague, et j'y ai pas cru. Et en fait, je me suis dit, bon, soit j'y crois pas et je mets le témoignage à la poubelle, et je passe à côté d'une affaire exceptionnelle, et donc je me suis dit, bon, je vais quand même prendre contact avec le témoin, qui s'appelle Didier Garrigos. Donc on a déjà fait une enquête sur ce cas avec Gilles, ici présent. Donc le gars s'appelle Didier Garrigos, et ce Didier aurait vu, donc... Alors il n'était pas tout seul. Ah oui, oh là, d'accord. Alors l'observation se passe en juin 1990. À Poligny. Alors Poligny, c'est une petite commune du Jura qui est à peu près à 150 km au nord-est de Lyon. Hein. Donc on peut y accéder par la 39. Excellent fromage. Voilà, Poligny. Tu connais Poligny, non? Tu as déjà été à Poligny? Excellent fromage. Ah ouais? Moi, j'aimerais bien y faire un petit tour à Poligny. Je connais aussi. Qui c'est qui connaît? Ouais, tu as déjà été? C'est Ouais. à Lézia. Ah oui, ah bah ouais. Ah, c'est à Poligny. Non, c'est à 20 km. Ah, intéressant, intéressant, ouais. Ah bon, bah alors, on pourra faire une petite expédition à Poligny. Donc c'est là, hein, c'est pas loin de Châlons, de Pontarlier. Bon, simplement pour citer Poligny. Voilà, alors ça c'est Poligny. Hein. Alors Poligny, c'est une petite ville de province qui a à peu près 5000 habitants aujourd'hui, hein, qui est à une altitude comprise entre 350 et 630 mètres, hein, c'est pas très très haut. Hein. Et donc, cette fameuse journée de juin 90, Didier Garrigos était pensionnaire au lycée hôtelier Hyacinthe Friand à Poligny. Alors je ne sais pas si on le voit sur cette carte. Et donc il s'apprêtait en fait, il y avait 300 élèves qui étaient dans la cour du lycée hôtelier Hyacinthe Friand à Poligny. Et ils se rendaient à la cantine, hein, parce que ce sont des pensionnaires, et ils faisaient la queue pour rentrer dans le réfectoire. Et dans la cour, il y avait 300 personnes qui attendaient pour rentrer dans le réfectoire. Et d'un seul coup, il y en a un qui dit « Waouh, putain, regardez ce truc, c'est dingue !» Et donc, d'un seul coup, il y a les 300 bonhommes dans la cour qui ont levé les yeux au ciel. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Alors, ils ont vu un truc... alors ça, c'est le lycée hôtelier. Ils ont vu ça dans le ciel. Voilà. Alors moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas exister. Alors bon, on est allé avec Gilles rencontrer le témoin. Alors le témoin, il a 43 ans, il est marié, il a 2 enfants, je crois, il est chauffeur de bus. Bon, lorsqu'on est allé le voir, il nous a semblé sain de corps et d'esprit, normal, c'était pas un affabulateur. Non, il habite à l'île d'Abo. Il habite à l'île d'Abo. Hein. Donc on y est allé, c'était en juin 2013, Gilles, hein, c'est ça? Ouais, c'était en juin 2013. Ouais. Donc le gars nous a semblé tout à fait sain de corps et d'esprit. Bon, c'était pas un farfelu, c'est quelqu'un qui est bien intégré dans la société. Et donc ces 300 personnes auraient vu, alors pour l'instant ça reste au conditionnel, un engin, disons, ayant une forme pyramidale, hein, composé de 4 sphères, 1, 2, 3, 4, peut-être aussi d'une sphère centrale,
Alors ce qui est assez impressionnant, ce sont les dimensions de ces sphères. C'est énorme. Et oui, c'est absolument énorme parce que, alors ce sont des estimations subjectives, hein, parce que l'engin qui a été vu se situait très haut dans le ciel, donc minimum une vingtaine de kilomètres, et il y en a qui disent peut-être un petit peu plus. Mais bon, c'était vraiment gigantesque. Ils ont vu Et passer les avions de ligne, donc ils ont une comparaison. voilà. Une comparaison qui a été faite. Donc, là j'ai mis des légendes. Le diamètre estimé de chaque sphère, c'est 1500 mètres, 1,5 km. La distance, Une base. la longueur des tubes qui relient chaque sphère, c'est 1500 mètres. Juste la longueur, tu as 4500. Voilà, tu as 4500 mètres. Et là, tu as, alors, la description faite par les témoins, tu as à ce qu'on peut appeler l'arrière du vaisseau, des espèces de structures de forme conique qui ressemblent bougrement à des tuyères. Donc l'engin se déplaçait dans ce sens-là, et il y avait une espèce de blancheur pulsante, une blancheur très très intense qui sortait de ces tuyères. Voilà. Donc un engin absolument gigantesque, jamais vu dans les annales de l'ufologie. Hein. Même lors de la vague du 5 novembre 90 en France, on a eu des structures très importantes, notamment celle qu'avait vue Jean-Gabriel Grélé, mais ça, c'est absolument exceptionnel. Moi, je dirais que c'est le cas le plus énorme qu'on ait eu au XXe siècle. Il est vite flottant, quand même. Voilà. Ce monsieur, quel âge là? Comment? Il a quel âge, monsieur? 43 ans. 43 ans. Il est resté en C'est une contact base, avec c'est pas des. possible. Alors, j'y arrive. J'y arrive. Donc, bon, vous pensez bien que on s'est dit, c'est pas possible. S'il y a eu 300 témoins, peut-être plus, on va certainement les retrouver. Alors, ce qui m'a, disons, un petit peu poussé à continuer à enquêter sur cette affaire, c'est que, en fait, Didier Garrigos a récupéré, après l'observation, toute une série de... En fait, il y a 8 dessins qui auraient été faits par les témoins de l'époque. Donc, et ils ont laissé les témoins sur une des salles du réfectoire. Et Thierry nous a expliqué, hein, Gilles, qu'il avait récupéré les dessins. Et depuis 90, il a ces dessins. Donc moi, il me les a envoyés, donc je les ai scannés. Il y a 8 dessins. Donc là, c'est le premier dessin. Alors bon, on voit... Ils avaient quel âge 18-19 ans, hein, ils étaient jeunes, hein, c'était des étudiants. Hein. Ils n'étaient pas des cours en dessin non plus. Hein. Alors ce qui est quand même assez frappant, bon, là c'est un dessin, je trouve qu'ils sont quand même pas mal faits ces dessins. Celui qui a fait ça, on sent qu'il a quand même une certaine habitude de dessiner des perspectives, parce qu'il a poussé le culot à dessiner le vaisseau vu de dessus. Hein. Voilà. Donc il décrit une structure pyramidale, hein, donc il confirme la description de Garrigos. Et puis, bon, alors il rajoute des détails: propulsion genre ionique, plasma nucléaire, fusion blanche, avec un genre de vibration. Alors en même temps qu'il voyait l'objet gigantesque, il a senti comme si l'air vibrait un petit peu, tu vois. Bon, faut dire que l'engin était quand même assez gros. Donc, alors ça, je ne sais pas qui a fait ce dessin, mais d'après Didier, ça serait un des témoins de la scène. Bon. Deuxième dessin. Alors le dessin, d'un point de vue artistique, est moins bon. Mais enfin, il donne quand même 2 renseignements importants. D'une part, il confirme la structure pyramidale, avec les 4 sphères. On retrouve les tuyères. Et puis, ce qui est assez important, c'est que là, on a une date. Observation, voilà, juin 90. Donc ce témoin situe clairement l'observation du vaisseau spatial en juin 90. Alors notez bien 2 choses. C'est que d'une part, on est en 1990,
Et vous verrez tout à l'heure pour quelle raison je dis ça. Et deuxièmement, l'observation a eu lieu à 19h15. Et vous verrez que ça aussi, c'est un détail qui a son importance, parce qu'il y a d'autres observations qui ont été faites en 1990 et à 19h15, ce qui paraît assez étonnant. Ouais. Troisième dessin. Donc là, on a confirmation de la grandeur, c'est-à-dire 1500 mètres pour les sphères, 1500 mètres pour le tube et 1500 mètres. L'épaisseur des tubes, plusieurs kilomètres. Hein. Enfin, plusieurs kilomètres, plus de 500 mètres à peu près. Donc là, on a des estimations de taille, 4500 mètres. Bon, là, on a trois détails que j'ai du mal à interpréter, sauf peut-être ça. On a l'impression qu'on a, disons, une sphère avec les... Voilà. Bon, ça, est-ce que c'est un objet qui aurait été vu à côté de la structure immense? C'est possible aussi. On dirait un triangle avec ces trois feux. Ça, j'ai du mal à interpréter ce que c'est. Je vois pas ce que c'est. Ça, je sais pas, tu te souviens de ce qu'il nous avait dit par rapport à ça? Non. Ouais, je m'en rappelle pas. C'est un croquis, un sous-croquis. Un sous-croquis, un détail du dessin. Ouais. Ce qui est étonnant, c'est que les trois témoins, enfin, tous les témoins qui ont dessiné sont formels sur la distance du triangle, c'est-à-dire qu'ils ont tous sur 4500 mètres. Ouais, c'est ça. C'est assez étonnant. Ouais. On ne peut pas remonter les témoins. Alors voilà. Bon, je pense que voilà, l'observation a dû générer des discussions. Oui, à interpréter avec. À l'époque, il suffisait de pouvoir contacter au moins 3 personnes, hein, si je me rappelle bien. Bah oui, le gros problème et on verra parce qu'on va voir les points forts de cette observation, mais les points faibles aussi, c'est qu'en fait, on n'a qu'un seul témoin qui a été contacté. C'est assez bizarre, ouais. Bon, on recherche activement d'autres témoins, mais pour l'instant... passer par l'école? On y a pensé. Alors on a pensé passer par l'école, mais bon, se pointer à l'école et dire est-ce que vous vous souvenez avoir vu un immense vaisseau spatial traverser le ciel de Polony? Les gens, ils ont des archives. Peut-être pas comme ça. Alors il y a le site Les Copains d'Avant où on peut essayer de retrouver. On a une liste de noms fournis par Didier Garrigos qu'on va exploiter. Ouais. Si faire une recherche sur Internet, les étudiants de cette école en telle année. Oui. Alors ça remonte quand même à 90, hein. Donc ça fait quand même plus de 20 ans. Hein. Plus de 20 ans. Alors les gens bougent. Hein. Mais il y a les photos de classe. Il y a les photos de classe. Sur Internet, ceux qui ont été à cette école. Bah, le cas figure sur Revue Direct. Ouais. Appel à témoins. Tout à fait. Il peut y avoir... Tout à fait. Tout à fait. Il peut y avoir des adresses dans l'association des anciens élèves. Oui. Ça, alors il y a plusieurs pistes. Alors on aurait besoin d'aide justement pour faire des recherches. On va voir comment on peut s'organiser. Peut-être certains pourraient aller voir sur le site Les Copains d'Avant. Je sais pas, on pourrait. Les copains d'abord. Tu as contacté l'école quand même? Non, j'ai pas contacté l'école. Ouais. Je pense qu'on aura une fin de me recevoir parce que bon. Oui, mais il ne faut pas le faire dans ce sens-là. Il faut trouver un autre texte. Il faut trouver un biais si tu veux, mais. Oui. Il faut trouver une formule qui de. Alors dessin numéro 4. Alors c'est un dessin où il y a beaucoup de légendes. J'ai trouvé que c'était un dessin très intéressant. Alors. Donc là, dans ce dessin, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici, il a représenté l'Empire State Building, qui mesure 381 mètres de haut. Donc vous voyez à peu près, par rapport... il y a plein de remarques intéressantes. Donc on a une estimation donc, sur la direction de déplacement de l'engin. Oui. Je ne me rappelle plus si tu as dit le temps qu'a duré l'observation. Alors j'y viens. Il y a des détails pareils. Alors l'observation varie entre 1 minute 30 et 7 minutes. Et tu arrives à voir tous ces détails. Mais ce qui n'est pas étonnant, parce que bon, tu as des gens qui ont peut-être vu...
l'observation tout de suite, donc pour elle, elle a peut-être duré 5 minutes, et il y en a d'autres qui ont vu l'objet peut-être 3 minutes après qu'il soit passé, donc tu vois, je veux dire, ça peut varier d'un témoin à l'autre, mais la plage de temps, c'est entre 1 minute 30 et 7 minutes. Bon, 7 minutes, c'est énorme. C'est quand même... Même 1 minute 30, c'est très important. Ouais. Visiblement, c'est quelqu'un qui avait été à New York. Voilà, alors lui, Empire Style Bowling, dans les boules, c'était New York. Donc, ouais, c'est symptomatique du fait que tous les témoins ont l'impression de voir une ville. Une ville, tu vois, et compare à New York, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on a comme... Alors, la particularité de ce dessin, c'est que, par rapport aux autres qu'on a vus précédemment, il montre une boule centrale, reliée par des tubes, et il dit que cette boule se trouvait légèrement dans une brume. Il y avait une petite brume au centre du vaisseau. On distinguait à peine une boule. Alors, c'est quand même assez étonnant dans ces dessins, c'est que normalement, le vaisseau est vu d'en bas. Et qu'ils ont restitué le vaisseau comme s'ils le voyaient, si tu veux, face à... Alors c'est une réinterprétation, mais je trouve ça assez intéressant. C'est bizarre. Bon, alors on a une direction de déplacement. En plus, bon, on retrouve les tuyères. Donc, alors lui, vitesse apparente de l'engin, 1 minute pour traverser le ciel. Alors lui, il estime à 1 minute pour traverser le ciel d'ouest en est, alors qu'un avion de ligne peut mettre plusieurs minutes. Voilà. Donc l'engin se déplaçait quand même assez rapidement, plus vite qu'un avion de ligne. Les tuyères, ce qu'on peut supposer être des tuyères, dégageaient de l'énergie pure d'une puissance colossale. Le témoin note que l'on pourrait faire voler 100 avions de ligne dans l'espace central du vaisseau. Alors, je trouve que c'est une estimation qui est un petit peu exagérée. 100 avions de ligne, ça me paraît un peu beaucoup. Mais encore une fois, ça montre que le témoin a été impressionné par les dimensions imposantes du vaisseau spatial. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'il dit il dit plein d'autres choses. Quelque chose qui me trouble un peu, là, Daniel. Oui, dis-moi. Je vois la vitesse de 22 000 km/h. Alors ça, j'ai du mal à interpréter. Oui, alors j'ai tout simplement fait une relation avec les satellites qui sont aux alentours de 28 000 km/h, c'est 11 km/s. Donc là, si on fait un rapide calcul, on doit être aux alentours de 8 km/s, qui veut dire qu'en 4-5 secondes, on a fait 40 km/h. Ça va très vite. Alors, vu l'altitude, peut-être, c'est peut-être proportionnel à l'altitude aussi. Hein. Quand ils disent 1 minute et demie d'observation, à raison de 8 km/s, alors, en 8 minutes, ça va très vite. En ce qui concerne tous les chiffres donnés par les témoins, ce sont des données subjectives. C'est-à-dire que... Ça immédiatement après, ou alors elle essaie... Je l'ai dit, hein, mais je voulais répondre à la question de Patrick. Il donne des chiffres, 15 000, 22 000. Il dit, l'altitude, 75 km minimum, 200 km maximum. Ce sont des estimations subjectives. C'est-à-dire que l'objet était dans le ciel était dégagé, il n'y avait aucun point de repère. Donc comment estimer la distance d'un objet sans point de repère? Il n'y a pas de nuage, le ciel était parfaitement dégagé. Bon, ça c'est vraiment à titre purement indicatif. Alors la direction de déplacement, c'est facile à repérer. Bon, on peut dire que l'objet était grand, mais dire qu'il se déplaçait à 15 000 ou à 22 000 km/h, 22 000 en plus, sur le mec précis, oui, ça me semble... voilà. Bon. L'objet était grand, il se déplaçait vite, et il était haut. Voilà. Je pense que c'est ce qu'on peut retenir des dessins. Est-ce que tu as parlé, j'ai peut-être pas entendu, est-ce que tu as parlé de la taille apparente de l'objet? Alors, oui. Excellente question. Ouais. C'est-à-dire, tu veux dire la grandeur angulaire de l'objet. Ouais. Non, Didier ne nous a pas pu fournir de détails sur ça. Parce que vu la taille, ici, il n'a pas dit à peu près à comment il le voyait.
Parce que ça aurait été intéressant, parce que si 4 km et demi sur une longue distance, l'objet aurait pu apparaître quand même relativement peu contrasté. Parce que quand un objet est distant, il perd son contraste. Oui. Donc, difficulté de voir les détails de la constitution. Enfin Après, tout dépend à quelle altitude il se trouvait. Hein. On va voir qu'il y a des dessins qui fournissent des détails assez précis sur l'objet. S'il est à 500 mètres avec 4 km et demi, c'est monstrueux. Bon, c'est monstrueux. Ouais. On peut voir les détails. Ouais. Si le moyen est petit, ça veut dire qu'avec une taille pareille, je ne sais pas comment il évalue d'ailleurs, mais enfin, ça veut dire qu'il est au moins à 30 ou 40 km. Donc ça veut dire que l'objet est peu contrasté. Donc difficile de voir des il aurait fallu qu'il compare avec un avion de ligne. C'est à côté. Il aurait fallu qu'il compare avec un avion de ligne qui soit presque pas la même altitude. C'est vrai que Didier, je me souviens pas qu'il on est capable de dire si c'est un Boeing, un Airbus. Oui, voilà. Didier Garrigos nous a pas donné de détails sur l'angle d'observation. Ouais, je sais, ouais. Il a peut-être pas eu le réflexe de tendre le bras ou de mettre le pouce comme ça pour essayer de déterminer. De mémoire, c'est difficile. Ça remonte quand même à plus de 20 ans. Hein. Mais c'est une bonne question, Gérard, tout à fait. Ouais. Avec ça, on peut avoir beaucoup d'indications. C'est vrai que si tous les témoins pouvaient nous fournir une estimation angulaire, ça nous aiderait bien dans les enquêtes. Ouais. 5e dessin, alors un dessin aussi très intéressant qui comporte de nombreuses notations. Alors notez quand même la précision des dessins. Joël Ménard qui a vu ces dessins m'a dit c'est dingue, on a l'impression que tous les témoins sortent des beaux-arts, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement ils ont une certaine maîtrise du trait, des volumes. À part eux, il y en a d'autres qui ont vu ça dans le village, dans la ville. Alors justement, c'est des questions qu'on se pose. C'est des questions qu'on se pose. Nous, on a un témoin pour voir s'il n'y avait pas une restitution du journal local. Enfin, je vais faire 3 locales et j'ai rien trouvé à l'époque. Ce qui est étonnant parce que quand même, c'est bien. C'était comment il y a chaque témoin qui il y a peut-être d'autres personnes. Alors, ou c'est lui qui a écrit les commentaires. Non, c'est chaque témoin. Sur le lycée Poivard. Alors, il y a peut-être des commentaires de gens qui n'ont pas fait le dessin, mais qui ont rajouté des commentaires. Alors après, on peut faire une analyse graphologique. Il y a deux d'énormes similitudes entre toutes les écritures de Oui, si tu veux, il n'y a pas 7 dessinateurs. Il y en a 2 ou 3. Je ne suis pas sûr. Lui, il a fait quand même plusieurs dessins, Garrigos. Il n'y a pas 7 dessinateurs ou 8 dessinateurs. Il n'y a aucun dessin de Garrigos là. Il avait fait des dessins, mais il m'a dit qu'ils étaient tellement nuls qu'il les a mis à la poubelle. Alors je crois qu'il y a 2 ou 3 dessinateurs. Il y a pas mais tu as raison. Depuis le début, j'ai repéré sa façon de faire les V. Il fait un V majuscule au milieu des mots, systématiquement. Oui. Oui, mais on remonte sur les écritures précédentes. Il y a 5 ou 6 dessins qui sont de la même plume. On est d'accord. On remonte sur la précédente. Voilà, celui-là, il est bien C'est le même, représentatif. ça, on est d'accord. Bravo. On dirait une pieuvre. Et tu l'as sur d'autres avant aussi. Tu vois ? C'est le même dessinateur alors? Je ne sais pas, mais Il y a en tout une cas, l'écriture. l'écriture, Je redis, il y a 2 ou 3 dessinateurs. Voilà, Il n'y a pas 7 dessinateurs. Peut-être leur façon d'écrire Pauline. Regarde. observation. Même pareil. On a majuscule qui revient systématiquement. Est-ce que ça serait pas des profs qui auraient fait les annotations le même dessinateur qui aurait sur l'interprétation des autres. En tout cas, la même personne qui a fait les commentaires. Oui, regarde, avant, Ah oui, Alors, on va devenir des pros. Il y avait Bravo. Joël Ménard Non, mais a c'est fait important. la même réflexion. Oui, c'est important, oui, parce que ça veut dire que la personne. Il a trouvé qu'au niveau graphologie, il y avait des choses, Il y avait des V majuscules qui reviennent dans plusieurs dessins. Une habitude qu'il y avait aussi, il ne mettait pas Le V, là, au il est- pluriel, mais il en mettait au singulier, ça se retrouvait. Avion. Donc ça C'est paraît lui qui bizarre. a appliqué l'écriture, ce genre de choses. Non, l'écriture. Je redis encore une fois, même Garrigos nous a bien dit qu'il Oui. n'y avait pas 8 dessinateurs. Ouais. Ah oui.
Il y a 2 ou 3 dessinateurs. Il n'y en a pas plus. Alors, qu'une seule personne ait mis les annotations, qu'une seule personne. C'est une seule personne qui a noté alors, tous les dessins. Peut-être qu'il lui a noté ce qu'on lui disait. Bon, là, il semblerait, par exemple, que sur ce dessin, ça soit la même personne qui ait fait les annotations, puisqu'effectivement, les V se ressemblent étrangement. Avion, ici, ça se ressemble. L'écriture se ressemble. Regarde, quand c'est marqué dans les boules, c'est un majuscule, et en dessous, je crois bien, le B est une majuscule aussi. Très juste. Des B majuscules à certains. Boule ici, ouais, boule. Mais c'est-à-dire que ce qui est gênant, c'est qu'on a l'impression que quelqu'un veut faire des écritures différentes tout en ayant les mêmes titres. L'espace du triangle central. Était bien. Ouais, mais il a tendance à mettre des majuscules un peu partout, lui. Triangle central, oui, c'est vrai. Alors par contre, si tu veux, bon, on a vraiment l'impression que ça a été pris comme ça assez rapidement, que la personne a pris des notes. C'est pas quelque chose qui est un récit structuré, tu vois ce que je veux dire? On a vraiment l'impression que c'est pris sur le vif et qu'il note des détails, tu vois, à droite, à gauche. Il y a une certaine, ça paraît un peu, enfin, vivant, tu vois ce que je veux dire? Enfin, bon, après on peut se poser des questions. Hein. Est-ce qu'il aurait interrogé ses camarades et pris en note ce qu'ils disaient? C'est ça. C'est possible aussi. C'est la même personne. Tout à fait, j'y ai pensé, ouais. Oui, c'est ce que j'ai pensé aussi. Oui, c'est... Oui, moi je vois plus à la rigueur, ça se trouve, il a pu faire un dessin à chacun de ses camarades. Et après, il a fait des notations. C'est possible aussi. Ouais. Non mais bon, de toute façon, ces dessins posent question. Hein, je veux dire, bon, on n'a que ça à se mettre sous la dent. Hein. Donc, ce qui est déjà pas mal d'ailleurs. Hein. Mais bon, c'est vrai que c'est excellente remarque. Hein. En fait, quand on fait une petite analyse graphologique superficielle, on s'aperçoit qu'il y a quand même des choses assez étranges. Bon, là, c'est pareil. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mot? Là, on a l'impression que c'est une autre écriture. C'est pas la même écriture. À mon avis, Non, regarde. à gauche, En bas à gauche, une variation, tu retrouves le V. Où ça? à Une mon avis, variation dessus. tu retrouves le V. Descends, À mon avis. Encore un À mot. côté, Là, Ah oui, ici, là, ouais, à là. côté, regarde. Le V remonte un petit majuscule. peu, remonte, encore, et maintenant tu vas sur droite. Voilà, carré, dans le carré. Ah oui, un carré, là, d'accord. Ici aussi. Ici, tu retrouves le V majuscule. Tu retrouves le V majuscule. Ah, très juste. Ouais. Tu vois bien. Mais si on regarde les dessins en haut à gauche, ils ressemblent bien au premier. Par contre, bon, Et en bas, il est fantaisiste, moi, je trouve. Hein. Ouais. Ah, si. Ah, bah, après, c'est des interprétations. Ça. Bah oui. Alors, on retrouve en gros la même structure, hein, pyramidale, 4 sphères. Bon, là, il y a une variante avec 4 tuyères. Bon. Et là, il dessine la taille d'un Boeing 747 par rapport à. C'est un Boeing 747. Ouais. Ah ouais, c'est bien. Alors, par contre, il y a une remarque, je trouve cette remarque assez intéressante. Il dit, à mon avis, l'engin est de facture humaine, mais pas forcément terrienne. Alors, j'ai trouvé ça. C'est-à-dire que pour lui, c'était pas un engin d'origine extraterrestre, c'était peut-être un engin fabriqué par des êtres humains, mais pas sur la Terre. Tu vois. Étonnant. Non mais. Alors là, il décrit un arc de 110 degrés, donc l'engin aurait mis 1 minute 30 pour traverser le ciel, enfin un arc de ciel de 110 degrés. Voilà. Bon, c'est une indication subjective, mais bon, il essaye quand même de donner des ordres d'idées, des indications de vitesse. Bon, là, il y a toute une série de notes, un peu obscures. Voilà. Qu'est-ce qui est important dans cette structure? Voilà. Alors, on trouve toujours 4500 mètres ou 5 km. Hein. Voilà. Pas de bruit, ça faisait pas de bruit, sauf une légère vibration de l'air. Alors ça, c'est un dessin, je suppose, qui a été fait au fusain. On voit tout de suite la technique du fusain. Alors là, le gars, il est gonflé parce qu'il montre le vaisseau vu de dessous, vu de face, comme s'il arrivait sur nous,
est vue de côté, tu vois, avec l'arrière. Est-ce que justement, il n'aurait pas changé de direction, il n'aurait pas été... Apparemment, non, d'après Didier, il serait passé juste comme ça, de façon linéaire dans le ciel. Il n'aurait pas bougé dans sa trajectoire, tu vois. Oui, ce sont des dessins d'interprétation en 3D, parce que... Voilà, en fait, ce sont des dessins d'interprétation. Ils ont peut-être dû bien le voir. Alors, Didier Garrigou, ce qu'il dit, on a bien vu la structure, hein. Vraiment, on a vu... et le dessin suivant est intéressant, justement. Voilà. Alors ça, c'est un autre dessin que je trouve assez passionnant, puisque là, on a une espèce de gros plan sur la structure. Ah oui, alors ça... alors on y voit des espèces de rayures parallèles avec des petits rectangles qui seraient des lumières, en fait. Puisque tous disent qu'il y avait plein de lumières, et comme si c'était une ville éclairée, tu vois. Et là, détail qu'on ne voit pas sur les autres dessins, une espèce de grande surface circulaire, voilà, qui casse un peu les lignes parallèles, voilà, qu'on ne trouve pas sur les autres dessins. Alors là, il dit il ne pouvait en aucun cas s'agir d'une maquette, parce que c'est vrai que il y en a qui ont dit bon, c'était peut-être une maquette qui se déplaçait dans le ciel. C'était trop gros, trop impressionnant, trop magnifique. Je me suis senti minuscule et j'avais envie de visiter le vaisseau. Voilà, bon, c'est ce qu'il dit. Bon, visiblement, il était impressionné par ce qu'il a vu, ou elle a été impressionnée, parce qu'on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Hein. Si c'est, mais là, on a un dessin intéressant qui montre un peu le détail de la structure. Donc, pour répondre à Gérard tout à l'heure, malgré l'altitude, les gens ont pu voir des détails à la surface des sphères. Ouais. Je me rends compte, s'ils peuvent voir ce genre de détails, notamment les petits marches d'escalier à côté. Ah, c'est pas un escalier, hein, c'est plus des lumières. Hein. Si moi ça, et vu le fait qu'il fait 4500 mètres de côté, il n'est pas 40 km. Ils sont à 30 mètres du truc. Oui, ils sont pas si loin que ça. Ils sont à 30 mètres du truc. Alors, c'est un dessin qui réinterprète quelque chose qu'il a vu. Donc il a peut-être vu des lumières sur la surface de la sphère et lui il le dessine comme ça. Il y en a qui avaient des jumelles? Non, apparemment non. Peut-être, hein, mais je sais pas. Bon, on retrouve les tuyères, on retrouve... bon. Alors, ce dessin est intéressant aussi. On a un nom quand même là, en fait. J'avais pas voilà. Alors, ça, tiens, je fais une recherche internet. On a deux prénoms. On a Rachel et Vanessa. Non, mais sur copain d'avant ou un truc comme ça. Alors, ce sont des filles qui sont peut-être mariées, donc ça va être coton pour retrouver les noms. C'est toujours la même écriture, sans avion. Oui, mais je pense qu'effectivement, il a dû collecter les témoignages Avant, 10 fois plus vite que les avions. Vous pensez que c'est la même écriture, vous? Vous pensez que c'est du début à la fin, c'est la même personne qui a vu... Voilà, là on retrouve les rayures. Et alors là, elle dit c'était illuminé comme un sapin de Noël, c'est-à-dire c'était brillant, quoi. C'était vraiment très très brillant. Et alors ce qui est bien, c'est pas de bruit. Pas de bruit, hein, pas de bruit. Mais la question, c'est que ça serait de rappeler monsieur pour savoir si c'est lui qui a écrit partout ou si il a... Ce qui me laisse penser qu'il y a peut-être une part de vrai dans le récit, c'est que tous sont unanimes sur le fait pas de bruit. Ce qui veut dire que, apparemment, ils ont 18 ans, c'est ça? Oui, à peu près. Hein, et dans 100% des cas d'observation d'OVNI, en vrai, il n'y a pas de bruit. Donc ça pourrait être un cas... parce que le bruit, c'est quand même... Voilà, ils auraient pu dire que les tuyères faisaient du bruit à la propulsion. Et là... Il y a quand même une certaine cohérence dans toutes les descriptions des dessins, données par les dessins. Bon, tu me diras, si c'est la même personne qui a fait les dessins, c'est normal que ce soit cohérent. Ça, c'est la question à lui poser, ça.
Juste, Ah, mais Garrigos dit les dessins ont été faits par des. Pas les dessins, mais dire le texte. Les annotations sur les dessins, qui est-ce qui les a fait? Je lui ai posé la question. Oui, Bah, on va faire une contre-enquête. On va faire une contre-enquête. Alors nous, on a fait une enquête avec Gilles. Il y avait ma femme aussi, Martine. Elle m'a dit que le témoin était correct. Hein. C'était quelqu'un qui lui semblait tout à fait crédible. Donc ce qui serait intéressant, c'est de faire une contre-enquête et d'envoyer 2 ou 3 personnes interroger Didier Garrigos. Il Labo. Alors ça, j'ai demandé à une personne de mon entourage qui est graphiste de refaire une reconstitution artistique du vaisseau. Bon, voilà ce que ça pourrait donner si on le voyait dans l'espace. Très impressionnant, franchement très impressionnant. Alors, rappelons-nous, ça se passe en 1990. Alors, n'oublions pas que 1990, c'est quand même une année importante en ufologie. Hein, bon, vous qui connaissez l'histoire de l'ufologie par cœur, vous vous rappelez que on a eu la vague belge, donc, qui ne s'est pas cantonnée uniquement en 90, mais qui a commencé en 89 et s'est terminée en 91. Par contre, on a eu en 90 le fameux cas où il y a des 2 F-16 qui ont poursuivi un ovni et qui l'ont vu sur leur radar de l'avion. Hein. C'était en 90. Hein. Alors, il y a un cas qui est moins connu en 90. C'est un ovni en forme de diamant qui a été photographié en Écosse. Et à côté de l'ovni en forme de diamant, il y avait un avion. Alors, on peut retrouver ce cas sur Internet. Hein. Et qui est considéré par Nick Pope comme un des cas les plus sérieux survenus en Grande-Bretagne. On a aussi plusieurs ovnis qui ont été vus le 24 août 90 en Allemagne par des milliers de témoins, et cette observation a eu lieu près d'une centrale nucléaire à Greifswald en Allemagne. On a aussi la fameuse affaire d'Alfena au Portugal. Alors ça s'est passé en plein jour, c'est un ovni sphérique avec des espèces d'appendices qui tombaient vers le bas et qui s'est déplacé quasiment une journée entière au-dessus du bourg d'Alfena. Et il y a un photographe professionnel qui a pris 4 clichés de très très bonne qualité et on peut les voir sur Internet. Hein. Donc ça c'est un cas assez étrange qui est jugé authentique. Hein. On a bien évidemment la vague du 5 novembre 90 qui s'est déroulée en France à 19h et l'observation de Poligny s'est déroulée à 19h15. Vague au cours de laquelle beaucoup de gens ont vu en France des structures énormes, silencieuses, se déplaçant à basse altitude. Bon, on retrouve un petit peu les mêmes caractéristiques que l'observation de Poligny. Par contre, avec beaucoup plus de témoins, puisque là, la vague du 5 novembre 90, c'était plusieurs centaines de témoins, voire plusieurs milliers de témoins, dont le commandant Gabriel Grélé, qui a vu une structure énorme le 5 novembre 90. On a aussi la fameuse observation qui a eu lieu à Montréal, donc le 7 novembre 90, et toujours à 19h ou 19h30, donc un ovni en forme de disque qui restait plusieurs dizaines de minutes au-dessus d'un immeuble en plein centre de Montréal. Donc ça a été vu par des dizaines de personnes, par des policiers aussi, non? Par des policiers. J'ai vu le cas, oui. Il y a eu des photographies, ça a été filmé, il y a eu des enquêtes de fait. Donc ça c'est un cas très célèbre, qui n'est pas tellement connu, et qui en plus, qui mystérieusement a été enterré très rapidement. Oui. On en a parlé, puis pof, il y a 2 agents du NORAD qui se sont déplacés, qui ont fait une enquête, et curieusement, l'affaire a été étouffée. Il y a eu aussi de nombreuses observations sur tout le territoire suisse. J'ai fait des recherches sur Internet, et en Suisse, on a de nombreux témoins qui ont vu des ovnis en 90. Et chose que les gens connaissent moins, c'est qu'il y a eu aussi de nombreuses observations en 90 aux États-Unis, et surtout d'ovnis de forme triangulaire, noire, en 1990. Donc ce qui fait que l'année 90, c'est quand même une année
assez exceptionnels en ufologie. Et avec ces cas-là se rajouterait le cas de Poligny. Donc tout ça paraît assez cohérent, voilà, pour moi. Alors, bon, quelles sont les conclusions de l'enquête? Alors, quels sont les éléments qui plaident en faveur de l'authenticité de ce cas, hein? Alors, déjà, la crédibilité du témoin, puisque bon, le témoin paraît quand même assez crédible, hein, on l'a vu avec Gilles. Martine m'a dit qu'il était tout à fait normal. On sait, il a 43 ans, il est marié, il est chauffeur de bus, donc c'est quand même quelqu'un qui a des responsabilités. Les dessins rassemblés par Didier Garrigou sont très expressifs, sont assez expressifs, et semblent montrer une certaine authenticité dans ce qu'ils décrivent. Bon, on a vraiment l'impression que les gars qui ont dessiné ça, bon, ils ont vu cet objet et puis ils l'ont dessiné. Beaucoup de détails paraissent difficiles à inventer. Vraiment, si c'était un canular, celui qui a inventé ce canular, il aurait quand même une imagination assez fertile. Donc je trouve que bon, les dessins et le témoignage de Garrigos me semblent crédibles. Donc ça fait partie des points forts de l'observation. Le point faible, et vraiment le gros point faible de ce cas, c'est que malheureusement, pour le moment, on n'a qu'un seul témoin. Didier Garrigos, bon, qui malgré le fait qu'il soit crédible, reste le seul et unique témoin. Mais vu qu'il y a 300 témoins potentiels, à mon avis, bon, on devrait pouvoir trouver au moins un ou deux autres témoins sur cette affaire. Voilà. Donc merci de votre attention. Et puis voilà, c'était Rachel et Vanessa. Rachel et Vanessa. Vanessa, Rachel. Alors est-ce que c'est deux prénoms ou est-ce que c'est... Parce que Rachel c'est un prénom aussi. Hein. Et Vanessa c'est un prénom aussi. Alors ça peut être un nom aussi. Hein. Oui. Ce qui serait bien, c'est d'essayer de savoir si le directeur de l'école à l'époque est encore dedans. Parce que s'il y a 300 élèves comme ça, on a vu le directeur est au courant. À mon avis, il doit le savoir. Mais il faut retrouver le directeur qu'il y avait en 1990. Oui, c'est ça. Et il est peut-être à la retraite. Il y a des chances. Il y a des chances. Mais même dans le cas où il ait vu quelque chose, est-ce qu'il parlera? Il faut se poser la question. Non mais bon, on va faire une contre-enquête. D'ailleurs, qui serait intéressé pour faire la contre-enquête? C'est le moment ou jamais. Comment elle s'appelle cette école? C'est le lycée hôtelier Hyacinthe Friand à Poligny. Voilà, bon, on va rallumer la lumière. Donc c'était la fameuse affaire de Poligny. Alors je vous signale qu'il y a Lumière dans la nuit qui a publié un dossier sur l'affaire de Poligny. Donc ça c'est la revue de Joël Ménard. Je ne sais pas si vous êtes abonné. Et puis il y a aussi le dernier Top Secret où il y a un article de moi dans lequel on parle de l'affaire de Poligny. Voilà. Donc dans deux revues et dans deux magazines, c'est le dernier, hein. C'est le numéro 72. Le numéro combien? 72, c'est le dernier, c'est celui qu'on trouve en kiosque. D'avril? Non, de mars. 72, c'est le dernier, c'est le dernier qu'on trouve en kiosque. Donc, j'ai une dernière remarque et question pour vas-y. les spécialistes. Il m'est venu à l'esprit en regardant le cas. Ce cas-là, c'est la propulsion de l'engin. Je ne suis pas du tout un spécialiste de la propulsion, mais ce qui m'apparaît, c'est qu'il n'y a pas un équilibre des masses. Ah oui, non, on regarde de la propulsion. Il n'est pas mais c'est le et donc, on est devant un phénomène de propulsion, à mon sens, qui est même dans le cas des optiques, qui est un peu différent du cas des optiques qu'on voit jusqu'à maintenant. C'est possible, oui. Il y a une capacité de propulsion qui est phénoménale puisqu'elle dépasse le déséquilibre des masses. Oui, par rapport à la hauteur de l'engin. Le fait qu'il y ait une masse qui surplombe le... Donc,
Sauf si c'est une propulsion antigravitationnelle. Alors voilà. On est devant un phénomène qui est quand même qu'on peut interpréter d'un point de vue. D'ailleurs, je pensais que quand on associe, enfin des jeunes de 18 ans ça aussi, quand on associe des tuyères derrière un avion ou n'importe quoi, il y a forcément du bruit. Et là, ils disent tous pas de bruit. Pas de bruit. Donc ça veut dire que si tu veux les tuyères, normalement ils auraient dû, si ça avait été quelque chose d'un petit peu farfelu, ils auraient dit, bon. Ça faisait du bruit. Oui, c'est vrai. Voilà. Parce que en général, les tuyères sur un avion, n'importe quoi, ça fait du bruit. Ils n'ont pas cherché à être cohérents par rapport à nos non, mais voilà, c'est ça. On a l'impression que c'était plutôt une espèce de plasma qui s'échappait des tuyères. Parce que c'était un blanc très intense. Et pulsant aussi. Pulsant. Donc, bon, c'est pas des moteurs à réaction, je pense pas. Ah oui, non, ils auront entendu le bruit. Déjà qu'un avion... Alors, Didier Garrigou, ça fait une remarque intéressante. Il nous l'a dit, hein, je ne sais pas si tu te souviens, il avait l'impression que l'engin venait de l'espace et qu'il aurait frôlé la Terre en quelque sorte. Tu vois, ah oui. Comme si, bon, il était dans l'atmosphère, mais que normalement c'était quelque chose qui devait se déplacer dans l'espace vide. Tu vois, c'est pas un truc qui est fait pour se déplacer dans l'atmosphère. Oui, parce que c'est pas... Alors, je ne sais pas si c'est un vaisseau mère, mais... Dans ces cas-là, si vous avez cette impression, c'est qu'il était bien plus gros. Il a été harpé par il était énorme. Il a été harpé par l'attraction terrestre. Peut-être. Alors un engin comme ça, à mon avis, il a dû être détecté par les radars à Lyon, à Paris. Alors, peut-être pas sur l'altitude, parce que les radars militaires, eux, ont seule la capacité d'aller chercher. Oui, les radars militaires. Ah oui, les radars militaires. Les radars civils, non. Un engin comme ça, je veux dire, le moindre avion qui se déplace, on arrive à le voir. Oui, je pense que il n'est pas dit. Il connaissait Soyuz, je crois. Hein, on lui a posé la question, tu lui as posé la question de la possibilité que ce soit Soyuz de l'époque. Un vaisseau Soyuz, ouais, parce que c'est vrai que les Soyuz ont des formes circulaires, circulaires. Il était au courant, je crois. Il a pu discriminer en disant non, c'était pas Soyuz. Mais depuis qu'on le connaît, il n'a pas varié d'un iota dans son témoignage. Hein. Il est toujours cohérent. C'est pas un monument, c'est une... Ah ouais. Je ne peux pas trouver le mot tout à l'heure. En Belgique, qui ressemble à ça. Ah oui, alors c'est l'atomium à Bruxelles, où on voit des grosses sphères reliées par des tubes. C'est l'atomium. Oui, bah, ça ressemble à l'atomium. C'est vrai. Voilà. Un atomium volant. Si vraiment ils ont eu cette substance hauteur, très haut, s'ils ont jugé cette masse, peut-être même beaucoup plus gros que leur estimation. C'est-à-dire que ça pourrait être un truc qui peut faire 100 km de diamètre. Mais à la hauteur où il se trouve, c'est-à-dire à l'entrée de l'atmosphère terrestre, on a l'impression que les bouts sont 1,5, alors qu'elles font peut-être 40 km. Ah oui, ça se trouve, c'était encore beaucoup plus gros. Ouais. Pour moi, ça reste un mystère. Bob Dylan, quand il dit que la Saturne, il y a un engin qui au moins un quart de la taille de notre Lune. Bien sûr. Cet objet est envoyé très loin. Son image parmi ces très loin. Ça existe.